merci. Alors, on va tout de suite démarrer parce qu'on a un ordre du jour chargé. Donc, d'abord, nous sommes très heureux, au nom de l'IHEPS, de vous accueillir pour cette journée qui marque la fin de notre 13e cycle et puis aussi, à titre plus personnel, la fin de la petite équipe qui a mené ces 10 dernières années à peu de choses près, donc avec Élise Debiès et Élodie Frédier, et on passe la main l'an prochain. Notre cycle était consacré à des regards croisés sur les sujets intergénérationnels et les sujets de prévention, qu'on ait déclinés de façon à la fois transversale et pour chacun des grands risques sociaux. Et donc, évidemment, rien de plus naturel que, en cette fin de cycle, et pour le clôturer, que de faire un colloque sur la prise en compte des enjeux environnementaux par les politiques de protection sociale, qui est un sujet qui a ressurgi ou surgi par divers angles et qu'on va essayer d'aborder par plusieurs facettes lors de ce colloque. Donc, on va l'aborder en 4 tables rondes. Le premier, c'est la première porte sur l'évolution des modèles de développement économique et social. Et je vais y revenir. La deuxième, sur les questions de politique de santé publique, un des sujets sur lequel on pourrait penser qu'on est, je dis bien on pourrait penser qu'on est les plus avancés, puisque la réflexion santé-environnement et encore auparavant santé-travail a démarré il y a déjà de nombreuses années. Donc on va s'y arrêter avec des angles peut-être un peu plus nouveaux et moins abordés que d'habitude. Sous la présidence de Claude Évin, que vous connaissez bien et qui est en même temps président du Conseil d'orientation de l'IHEPS. Cet après-midi, on va vraiment traiter de la protection sociale en tant que telle, de ses risques, modes de couverture, modes d'intervention, dans la première table ronde de l'après-midi, qui sera donc présidée par Dominique Libaud, qui est le directeur général de l'EN3S et président du Haut Conseil de financement de la protection sociale, sachant que l'Institut s'appuie sur l'EN3S. Et enfin, nous aurons une table ronde un petit peu sur l'opinion et les acteurs, et notamment les questions générationnelles. Est-ce que le regard des jeunes sur ces questions est différent? Est-ce que les jeunes sont homogènes ou non de ce point de vue-là? Et comment ça sert action pour les inégalités sociales et pour le développement durable et l'environnement, sous la présidence de Thierry Baudet, qui est président du Conseil économique et social et environnemental et qui est parrain de cette 13e promotion de l'IHEPS, qui vous dira également un mot de clôture. Donc directement, c'est moi qui anime cette première table ronde, d'abord parce que quand on prend des gens très très forts en économie comme ceux que nous avons autour de la table, il faut assurer une certaine mixité dans l'animation. Donc c'est moi, et donc cette table ronde successivement va parler des scénarios macroéconomiques et de leur compatibilité avec les injonctions à l'autonomie productive. Et donc, c'est Xavier Timbaud, qui est directeur principal, je me trompe toujours dans les titres, à l'OFCE, qui va vous exposer les discussions qu'il y a actuellement à propos de ces scénarios et les contradictions ou non par rapport à d'autres types d'objectifs qui sont, notamment depuis la crise, de retrouver une autonomie productive. Nous avons ensuite une intervention sur les scénarios de transition environnementale et leurs implications sociales, et le cadre d'analyse qu'on peut utiliser
pour cela. C'est Dominique Bureau, qui est président de la commission de l'économie et du développement durable, et qui est aussi ancien président de l'autorité de la statistique publique. Et puis, sur finalement les indicateurs économiques dans tout ça, et qui structurent quand même nos modes de pensée, une partie de nos angoisses et une partie de nos attentes, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs pour apprécier la soutenabilité de notre modèle économique et social? Alors, il y en a d'autres, mais surtout, quelle utilisation pour les politiques publiques et quels arbitrages entre ces différents indicateurs. Donc voilà, on est parti pour des interventions chacune d'1 quart d'heure pour laisser un temps de discussion avec la salle, et je donne tout de suite la parole à Xavier. Merci Mireille. Je pense que tu n'es pas là simplement parce que tu es une femme, mais aussi parce que tu as des compétences extrêmement importantes sur ces questions, et que tu es aussi la pierre angulaire, la clé de voûte de toute cette opération. Donc ça n'est pas simplement une histoire de parité, et je pense que ta légitimité est bien plus grande que celle en tout cas de la mienne. Je ne me prononce pas ni pour Didier ni pour Dominique, mais voilà. Et je pense que le travail que tu fais sur ces questions est un travail extrêmement important que je salue et que je loue. Alors, la question des discussions autour des scénarios de transition et des contradictions éventuelles qu'il peut y avoir, et de la multiplication des objectifs dans un monde qui est de plus en plus compliqué, est évidemment un sujet important que je vais essayer de brosser très rapidement. Alors, le premier point, c'est on a des scénarios de transition. L'objectif de ces scénarios de transition est assez clair. Il s'agit d'arriver à respecter les engagements de la COP21, le plus 1,5 degré, d'opérer une transformation en profondeur de nos sociétés pour les amener vers ce qu'on appelle des économies neutres en carbone, de façon nette. C'est l'objectif zéro émission nette. On a implicitement d'autres objectifs que simplement le carbone. Il y a aussi des objectifs concernant les autres limites de la planète, par exemple la biodiversité, d'autres types de pollution, la consommation d'espace, c'est par exemple le zéro artificialisation nette. Tout ça a un certain nombre de conséquences, et il y a plusieurs façons d'aborder ces conséquences, en tout cas d'aborder les leviers qu'il y a derrière ces conséquences, et derrière ces leviers, il y a déjà une série de contradictions qui peuvent apparaître. Alors, la première façon de repérer ces conséquences, de repérer les leviers, c'est de dire il faut qu'on transforme le système de production de façon à ce qu'il respecte ces limites de la planète, à commencer par le climat, mais le climat n'est pas la seule. Alors, en ce qui concerne le climat, c'est relativement simple quand on pose le problème de ce côté-là, puisque ça veut dire qu'il faut décarboner le système de production. Et donc, décarboner le système de production, la méthode qu'on a employée, qui est un peu naïve, mais qui aide quand même à dégrossir largement le sujet, consiste à dire repérons d'où viennent les émissions. Donc elles viennent pour part du secteur résidentiel et de sa consommation d'énergie, elles viennent pour part de l'alimentation, elles viennent pour part des transports et des mobilités et de sa consommation d'énergie, elles viennent pour part de l'industrie et du tertiaire et de sa consommation d'énergie. Et comme à chaque fois, il y a l'énergie qui apparaît comme facteur commun, dans beaucoup de cas, il n'est pas exclusivement le responsable, mais on se dit, en fait, en amont, si on modifie le système de production de l'énergie et le véhicule de l'énergie, donc ça c'est l'électrification, et qu'on arrive à avoir un système de production de l'énergie qui n'émet pas de carbone, on va arriver à décarboner nos économies par une solution qui est essentiellement une solution technique qui va demander des investissements privés, des investissements publics, des incitations, qui est une transformation qui est très profonde, parce que ça impose de reconstruire tout un système. L'électrification, ce n'est pas une opération si simple que ça, parce que ça demande de reconstruire la façon dont on produit l'électricité, d'en produire plus, mais d'en produire aussi à des endroits différents. Donc ça veut dire de refaire le système électrique. Ça veut dire, puisqu'on doit introduire des formes de production d'électricité qui sont intermittentes, de regarder la question du stockage d'une part, mais aussi du lissage de la demande d'autre part, pour arriver
à éviter d'avoir de la surcapacité juste pour pouvoir passer le pic chaque journée ou les pics saisonniers. Tout ça, en fait, nécessite un investissement considérable. Et pour bien percevoir l'ampleur de cet investissement, ça nécessite aussi de mettre au rebut une grande partie du capital qu'on a accumulé. Par exemple, notre réseau électrique n'est pas fait pour ni stocker, ni lisser la demande, ni produire de l'électricité localement. Il est fait pour une production d'électricité plutôt centralisée. Et donc, il faut le revoir en profondeur pour arriver à le faire fonctionner. Il faut aussi le revoir en profondeur parce qu'il faut interconnecter les réseaux européens, par exemple, à minima, de façon à pouvoir bénéficier d'un portefeuille de production d'énergie qui va permettre de dépasser en partie les questions d'intermittence. Voilà, alors, bon, c'est une transformation profonde qui a des conséquences qui demandent des incitations très fortes. Alors, généralement, les économistes aiment poser comme incitation très forte le prix du carbone. Bon, le prix du carbone pose beaucoup de problèmes. Quand on dit ça pose beaucoup de problèmes, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver d'autres solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver une solution pour avoir un prix du carbone, mais le faire fonctionner par ailleurs par un certain nombre de mécanismes qui le rendent acceptable, qui le rendent juste, et c'est un peu lié, et qui lui permettent de fonctionner de façon assez claire. On n'est pas du tout au point sur la façon de faire ce prix du carbone, de façon à pouvoir provoquer ce changement qu'on voudrait. Et donc, du point de vue des politiques publiques, c'est très complexe. Ça va donc demander de mobiliser tout un tas d'instruments, de les articuler entre eux et d'arriver à produire quelque chose d'assez profond. Alors, en gros, il y a deux grandes conséquences macroéconomiques de cette transformation. La première, c'est ça va avoir un coût net, c'est-à-dire que de passer des fossiles à quelque chose qui n'est pas fossile, ça augmente, ça renchérit les coûts. On peut espérer que dans le futur, la technologie permette d'effacer ce renchérissement des coûts, mais dans l'état actuel de ce qu'on sait, en fait, l'énergie fossile est une énergie, quand on ne prend pas en compte les externalités, qui est extrêmement peu chère, et donc qui est extrêmement productive. Et quand on passe à autre chose, on doit accepter une perte de productivité. Cette perte de productivité, elle est estimée à un niveau qui est relativement faible. Globalement, macroéconomiquement, on est sur un ordre de grandeur de l'ordre de 1 point à 1,5 point de PIB. Donc, ce point et demi, c'est pas par an, hein, c'est une marche. Il s'étale sur une trentaine d'années. Donc en fait, quand on l'étale sur une trentaine d'années, c'est quasiment invisible macroéconomiquement. Et donc on pourrait dire, macroéconomiquement, il n'y a pas de sujet. Alors, il y a quand même un petit sujet qui est que ça va quand même provoquer des modifications de prix relatifs, et en particulier que ça va renchérir le coût de l'énergie, et que c'est d'ailleurs un des facteurs qui va ensuite permettre d'aller activer d'autres leviers, dont je vais parler à l'instant. Mais il y a une conséquence immédiate et sociale à cette augmentation du prix de l'énergie. Il y a aussi une complexité en termes de compétitivité. Là aussi, c'est des effets qui sont plutôt faibles quand on les regarde année après année, mais qui peuvent se cumuler pour faire des différentiels de compétitivité, d'où le mécanisme d'ajustement aux frontières, d'ajustement carbone aux frontières, qui vise à essayer de contrôler ces effets de compétitivité. Là aussi, il y a une complexité qu'il ne faut pas négliger dans la mise en œuvre de ce genre de politique, qui sur le papier paraissent assez simples, qui paraissent assez légitimes, mais quand on rentre dans les détails, deviennent assez infernales en fait, pour des tas de raisons. Et une des raisons étant qu'il faut avoir un niveau d'information sur ce qui est importé qu'on n'a pas, et donc il faut compenser cette absence d'information, d'une part, et puis d'autre part, comme dans tout dispositif complexe, il y a beaucoup d'agents économiques qui essayent de le détourner à leur avantage, et le jeu de la capture des régulations et des politiques peut conduire à des résultats qui sont d'un ordre de grandeur supérieur à ce qu'on veut modifier par la politique. Et donc ça peut conduire à beaucoup de difficultés. Alors, cette première solution, elle peut paraître assez rassurante parce que on se dit, bon, ok, on a un effet pré-relatif, ça va générer des inégalités, ça va poser un certain nombre de problèmes. Il y a le mécanisme d'ajustement aux frontières, mais il va falloir aussi compenser les perdants. Il y a une dépréciation du capital productif, peut-être qu'il va falloir compenser les perdants aussi. Mais
globalement, le coût macroéconomique n'est pas très élevé, donc on peut imaginer d'avoir un peu de marge pour faire des transferts. Le fait que ce ne soit pas très élevé, ça veut dire que cette solution technologique, elle nous produit, elle nous apporte une solution au problème qu'on s'est posé, avec les technologies qu'on connaît ou quelques technologies développées, donc avec une incertitude relativement faible, et que c'est déployable dans les 25 à 30 ans qui viennent, et donc on peut tenir nos engagements par rapport à ça. Donc on pourrait se sentir assez rassuré, mais malheureusement, on ne peut pas être totalement rassuré. Alors la première des raisons, c'est que, et c'est là un débat très important qui s'installe et qui génère un premier faisceau de contradictions. La première raison, c'est que, en fait, cette solution ne suffit pas. L'objectif, c'est d'arriver à 0 émission nette en carbone, et la simple transformation du système de production de l'électricité, l'utilisation du vecteur du système de production d'énergie, l'utilisation du vecteur électricité majoritairement, ne suffit pas à atteindre les objectifs. Pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que, en fait, il y a des émissions qui ne sont pas liées à l'utilisation directement de l'énergie, et qu'il faut arriver à faire plus que la réduction. Il faut aller au-delà de l'énergie pour réduire les émissions, et il y a des émissions qu'on ne peut pas réduire, et donc qui font qu'il faut qu'on soit extrêmement efficace, et même qu'on aille au-delà, qu'on aille dans ce qu'on appelle la sobriété. Et donc la sobriété, c'est la réduction volontaire, collective, incitée par des politiques publiques, d'un certain nombre de nos consommations pour pouvoir abaisser nos émissions dans ce qu'on n'aura pas réussi à atteindre grâce à la réduction, grâce à la décarbonation du système énergétique. La deuxième raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi d'autres dimensions, comme par exemple la biodiversité, et donc l'artificialisation, la zéro artificialisation des sols, comme les autres pollutions, et le fait que, en fait, on va devoir aussi, dans cette transition, investir énormément, et que tous ces investissements impliquent des flux de matière, des pollutions, des extractions, qui elles-mêmes ont des impacts environnementaux. Et donc, on doit à la fois compenser ces dommages supplémentaires, ces pollutions supplémentaires, mais on doit aussi les limiter au maximum. Et c'est pour ça que le levier de sobriété est extrêmement important. Sobriété, ça veut dire concrètement, aujourd'hui, alors sobriété concrètement aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que c'est devenu quelque chose qui est rentré dans la technocratie. Quand on regarde le Clean Planet for All de la Commission européenne, jusqu'à 2019, il n'y avait pas de sobriété. L'idée, c'était de dire, on va faire une transformation technique de notre système de production et ça va suffire. À partir de 2019, et en particulier à partir de l'objectif 1,5, cette dimension-là a disparu. Enfin, en tout cas, plutôt cette dimension-là est apparue. Il n'est plus possible de tout résoudre par la solution technologique, et donc il faut mettre en place de la sobriété. Alors, quand on regarde le document de la Commission, la sobriété, c'est quelque chose de relativement simple et identifiable. Ça repose sur quelques piliers. Le premier, c'est manger moins de viande, en particulier manger moins de viande de bœuf. Le bœuf, le veau, l'agneau sont des aberrations écologiques. Pour 1 calorie de bœuf, il faut 20 calories de céréales. Et donc, il vaut beaucoup mieux manger des céréales directement que de manger de la viande de bœuf. Et donc, se nourrir avec de la viande de bœuf est une aberration écologique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger du bœuf, mais qu'on doit manger du bœuf comme on mange du caviar. C'est-à-dire comme quelque chose qu'on apprécie, qu'on magnifie, mais surtout pas quelque chose qui sert à se nourrir. Personne n'aurait l'idée de dire « j'ai faim, je vais me faire un sandwich au caviar ». Enfin, si Dominique fait ça, non. Mais, bon, donc voilà. Alors le bœuf, le veau, l'agneau sont des éléments à réduire drastiquement dans nos régimes alimentaires. Alors il se trouve que ça a des co-bénéfices en termes de santé, donc c'est pas forcément difficile. Mais on voit qu'il faut arriver à raconter aux gens une histoire pour leur expliquer que voilà, il faut qu'ils aillent vers ce mode de consommation. On pourrait dire on va jouer sur le signal prix et mettre le bœuf, le veau, l'agneau très très cher, et fatalement les gens ne vont plus en manger. Mais on voit que ça, c'est très très mal vécu, parce que c'est souvent vécu comme des mesures très discriminatoires qui appuient sur les inégalités. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il est sur les mobilités. Les mobilités, ça veut dire remplacer l'avion par le train.
remplacer la voiture par le vélo et utiliser au maximum la marche et les transports en commun. Alors, là aussi, la transformation elle est profonde. Tous ceux qui vivent à Paris et qui connaissent Paris expérimentent chaque jour l'ensemble des conflits qui sont générés et qui sont multiples par ce genre de transformation, sans compter que tout le monde sent bien que c'est pas tout à fait pareil d'aller vers les mobilités douces. Ça résout pas, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas accessible par tous les temps, c'est pas accessible à tous les âges. Voilà. Donc quand on a des petits enfants, qu'on veut les amener à l'école, c'est difficile de les amener en vélo. Quand on est une personne âgée, c'est difficile de se déplacer en vélo. Quand il pleut, qu'il fait froid, c'est difficile de se déplacer en vélo. Donc voilà, abandonner la voiture est quelque chose de difficile, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de nécessaire. Donc voilà, on peut discuter des aménagements, on peut discuter des conséquences. Elles sont assez profondes, mais elles sont un peu, on ne peut pas y échapper. Le dernier point de la sobriété, donc il y a 3 piliers pour la Commission européenne. Le dernier point de la sobriété, c'est la température dans nos bâtiments. Moins chaud l'hiver, moins froid l'été. Et le non-recours à la climatisation l'été est un élément extrêmement important. Le moindre chauffage l'hiver est aussi un élément extrêmement important. Alors, on pourrait aussi se dire, bon, voilà, très bien, ok, on complète par ces mesures de sobriété, c'est assez simple, c'est pas dramatique, c'est un peu compliqué, mais on va quand même y arriver, parce qu'après tout, voilà, c'est quand même très... Enfin, je veux dire, on ne nous demande pas des sacrifices incroyables. On entre quand même dans une première contradiction, qui est que quand on prône la sobriété, on pose la question de savoir, mais en fait, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin dans la critique du système capitaliste et consumériste, en disant quand même que tout est fait pour nous pousser à consommer, et que là, la sobriété, elle va nous demander de moins consommer. Et donc, est-ce que c'est vraiment possible, dans un système capitaliste, de faire autre chose que du greenwashing sur ces questions? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas se gorger de paroles, mais qu'en fait, tout ça va être récupéré et détourné pour aboutir au final à un résultat qui ne sera pas du tout celui qu'on voulait, c'est-à-dire pas une réduction soit de ses consommations, soit de l'empreinte carbone, ce qu'on appelle l'effet rebond, parce que on va détourner tout ça et on ne va pas en fait attaquer le cœur du problème, qui est cette capacité du capitalisme à nous pousser à consommer. Donc c'est une contradiction importante. Elle prend pour nom ou pour forme, par exemple, la décroissance, qui dit en fait il faut vraiment renverser le système et s'attaquer au cœur de ce truc-là. La contradiction qu'il y a à ce moment-là, c'est que si on fait la décroissance, on perd toute la capacité d'investissement et d'efficacité que nous offre l'économie de marché et le capitalisme. On perd toute la possibilité d'avoir une société complexe. Alors là, on est un peu au cœur d'une des dimensions de la complexité qui est la protection sociale, division du travail, solidarité entre les individus en fonction de leur âge, en fonction de leur situation, de leur capacité, de leur statut. Tout ça, c'est des éléments d'une société complexe. Quand on va vers une société hyper sobre et décroissante, en fait, on crée une société avec des archipels, des petites communautés, et à ce moment-là, on efface beaucoup de choses, on efface la capacité d'efficacité, et puis on peut se poser la question de combien d'humains peuvent vivre comme ça sur la planète, et peut-être pas 10 milliards d'humains. Donc qu'est-ce qu'on fait des humains qui sont en trop? Alors en trop, il faudrait savoir combien il y en a exactement en trop, c'est un calcul qui est difficile à faire, qui n'est généralement pas fait. Les estimations vont de peut-être qu'on pourrait arriver en réduisant drastiquement le gaspillage alimentaire et en appliquant un certain nombre de méthodes moins polluantes pour l'agriculture, par exemple avoir le potentiel de nourrir facilement 10 milliards d'habitants. Puis d'autres personnes disent mais en fait non, on a le potentiel pour nourrir avec ces méthodes-là 100 millions d'habitants. Et passer de 10 milliards à 100 millions, c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà. Alors, ça, c'est une première série d'éléments. La deuxième série de contradictions, c'est le fait qu'on a basculé dans un monde plus complexe, multipolaire, et dans lequel la géopolitique réintervient, dans lequel l'OMC a disparu, de fait, et donc dans lequel on se pose différentes questions en Europe autour de la question de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, qui est pour part la relocalisation d'activités industrielles, et donc pour inverser le mouvement de désindustrialisation et de globalisation qui s'était produit. Et puis, d'autre part, l'autonomie aussi, disons, technique et technologique, qui est qu'on ne doit dépendre de personne sur les productions d'un certain nombre d'éléments qu'on imagine stratégiques. Mais stratégique, c'est en fait une définition très très large, parce que ça va des microprocesseurs jusqu'à l'agriculture.
et aux médicaments évidemment, mais même enfin, des choses aussi bêtes que les masques. On s'est rendu compte que en fait, un bout de papier avec un élastique dessus pouvait être quelque chose de stratégique quand on était dans une situation de pandémie. Alors là où c'est compliqué, c'est que ça rajoute une dimension, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'opérer une mutation dans laquelle on change, on décarbone notre système énergétique, mais une mutation dans laquelle on arrive à construire un capitalisme dans lequel on pousse les gens à la sobriété et non pas au consumérisme. Bon, ce qui reste quand même à construire, au moins intellectuellement. Et on veut en plus changer complètement notre place dans la division internationale du travail, en gros. Et donc revenir sur 40 années d'évolution ou 50 années d'évolution qui sont allées dans un sens très particulier. Voilà, c'est pas une contradiction complète, mais ça charge la barque considérablement par rapport à tout ça. Bon, par ailleurs, tout ça s'inscrit dans un schéma, on en reparlera, dans cette mutation, dans lequel il y a beaucoup d'inégalités qui sont générées, et donc ça veut dire aussi qu'il faut un système social qui soit capable d'absorber les inégalités. Et pour finir, je voudrais juste ajouter encore une série de problèmes. On pense toutes ces questions souvent en essayant de fractionner le problème, et bon, c'est une bonne méthode parce que ça nous aide à nous rassurer. En fractionnant le problème, on se dit bon bah finalement la sobriété c'est pas si grave, décarboner le système énergétique c'est pas si grave. On ajoute quelques couches encore et puis on se dit bon bah voilà ça y est on y est et le coût total de tout ça est relativement raisonnable. Il y a des conséquences en termes d'inégalité, mais on devrait arriver en les quantifiant et en les identifiant à pouvoir proposer un certain nombre de solutions. Voilà, donc on peut, il y a cette vertu de quand on regarde un plan. Et qu'on met en place ce plan, on se dit on va y arriver, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur, mais finalement une fois qu'on a mis des chiffres derrière, c'est moins dur que ce qu'on pouvait craindre. Alors c'est une vertu. Le problème c'est que quand on fait ça, on crée des coins aveugles. Il y a des choses qu'on oublie de voir et qui sont pourtant essentielles. Alors en la matière, il y en a au moins deux qu'on a oublié complètement dans ce plan. Le premier, c'est la question des dommages. Et en fait, derrière la question des dommages, c'est il va y avoir un changement climatique, il y a un changement climatique. Ce changement climatique a des conséquences. Les conséquences de ce changement climatique, en fait, elles sont très dépendantes de combien on dépasse la température. Donc l'objectif, c'est 1,5, on est plutôt autour de 1,1, 1,2. Ce qu'on a mis dans l'atmosphère aujourd'hui fait que le 1,5, il est acquis. C'est-à-dire que pour respecter le 1,5, il faut maintenant une réduction drastique des émissions, qui est peu probable au niveau planétaire. À 1,5, les dommages sont relativement limités, mais enfin, on commence à les voir. C'est les incendies l'été, les périodes de canicule, les chaleurs importantes pendant l'été, la disparition de la neige qui condamne les stations de ski. Bon, enfin, c'est très anecdotique, mais ça fait partie des dimensions. Mais c'est aussi le gonflement, rétractation des argiles qui fait exploser la moitié des maisons françaises et qui va avoir des conséquences en termes d'immobilier qui sont majeures. Si vous n'avez pas une idée de ce problème-là, je vous invite à le chercher sur Internet. Vous allez voir, c'est proprement effrayant et vous ne regarderez plus votre maison de la même façon. Il y a des cartes aussi sur les zones qui sont exposées. C'est des conséquences qui peuvent être très très fortes, qui sont très mal réparties, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout égalitaire. Et les dimensions dans lesquelles c'est très mal réparti sont très différentes de celles qui sont impliquées par la transition. Ce qui fait que ça démultiplie les questions d'inégalité. Mais ça, c'est si on est à 1,5. Or, le problème, c'est qu'on va probablement dépasser 1,5 2 minutes et qu'on va arriver à plus de degrés ou à plus de 2,5 degrés avec des conséquences qui ne sont pas du tout linéaires et qui sont au contraire qui augmentent très très fortement avec les températures. À tel point que quand on arrive dans la zone des 2 degrés, les coûts qui sont impliqués par les dommages deviennent supérieurs à ceux qui sont impliqués par l'atténuation du changement climatique. Et ça, c'est encore dans des évaluations assez optimistes de ce que sont les coûts, parce qu'on les connaît assez mal, parce qu'on connaît assez mal le climat et ses conséquences dans 20 ans, 30 ans, sur l'ensemble des dimensions de la vie. Ça va de l'agriculture jusqu'à l'habitat, mais aussi, par exemple, la question de la sobriété dans un monde où la température en Europe serait de plus 6 degrés par rapport à la période pré-industrielle.
veut dire qu'il y aura de la climatisation partout et que ça va être extrêmement difficile d'être sobre. Cette dimension-là, elle est mal prise en compte, elle est mal connue, mais elle va avoir des conséquences massives et surtout, elle va tomber du ciel. Donc, c'est très difficile de s'y préparer et elle va avoir un caractère extrêmement fort. La deuxième dimension qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'on a une responsabilité historique vis-à-vis des pays du Sud, disons pour dire très grossièrement, et ça veut dire que si on veut que les pays du Sud fassent l'atténuation, et si on veut que les pays du Sud passent la question des dommages, on a une responsabilité de transfert vers les pays du Sud. C'est exactement le sujet aujourd'hui à la COP27. Donc c'est un sujet extrêmement important. L'ordre de grandeur des transferts est comparable à celui de l'atténuation du changement climatique aujourd'hui. Et ça, c'est une dimension qu'on nommait systématiquement. Or, c'est notre responsabilité. Alors on pourra dire, oui, mais vous comprenez, on doit atténuer, on doit faire face aux dommages, donc en fait notre responsabilité, on va la remettre à plus tard. Mais le problème, c'est que si on fait ça, il n'y aura pas d'atténuation du changement climatique parce qu'on ne pèse qu'une petite partie de la population mondiale et que les émissions, il faut les réduire pour toute la population mondiale pour que ça ait un effet sur le climat. Et si on ne fait pas ça, on aura des dommages qui seront extrêmement catastrophiques. Et en fait, chaque euro investi dans l'atténuation du changement climatique dans les pays en développement a un rendement qui est très élevé. Peut-être qu'on va se faire... on va se faire un peu racketter à cette occasion, mais en fait, c'est notre intérêt profond d'aller là-dedans. Merci beaucoup, Xavier, pour la clarté et l'ensemble d'avoir brossé ce sujet et la clarté des complexités à l'œuvre, parce que je crois qu'effectivement, on est confronté chacun à des discours qui ne se raboutent pas forcément, qui ne s'intègrent pas forcément, et ce qu'on a besoin, c'est de bien comprendre les contradictions, et finalement, c'est tout l'objet de cette table ronde, on va en reparler aussi avec Didier, avec les indicateurs, les contradictions, elles existent, et il faut arriver à y faire face et à les faire trancher, ce qui n'est pas clairement mis au premier plan des débats publics. Alors, Dominique, justement, tu as besoin de celui-là. Voilà. Donc les scénarios de transition environnementale, ils ont justement des implications sociales, et pour ça, il faut les analyser. Les économistes au sens large, les analyses avec dans un certain nombre de cadres. Alors, cet après-midi, on les reprendra de façon extrêmement pragmatique sur les dispositifs, mais sur ce cadre d'analyse, nous te laissons le brosser. Ok, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis impressionné par ce que fait Xavier parce qu'il est capable, lui, de faire des modèles et en plus de parler une bonne demi-heure sans aucune note et de manière très articulée. Et effectivement, le point, moi, sur lequel je veux rebondir et sur ta transition, c'est le fait que assez souvent, quand on aborde des sujets d'environnement et protection sociale, mettons, a fortiori, si on veut voir boucler avec les effets macroéconomiques, on va se focaliser sur un aspect. Mais est-ce que c'est le plus important? On n'en sait rien. Et puis, on rajoute d'autres aspects. Et assez vite, on arrive à opposer. Bah oui, si celui-là est important, je m'occupe que de ça. Si celui-là, et donc on met en scène les contradictions. Et alors que ce qu'on aurait besoin, c'est d'arriver à intégrer et d'avoir des approches plus intégrées, et donc d'avoir des cadres d'analyse pour des approches plus intégrées. Et donc, effectivement, mon message, ce sera que pour avoir des cadres intégrés, pour faire ça, il faut rentrer dans le détail de ce que sont chacun des canaux d'intégration et puis de les expliciter et ensuite de faire des scénarios. Il n'y a pas un seul scénario, mais il y a plusieurs scénarios à considérer quand on veut, par exemple, apporter la résilience de la protection sociale par rapport à l'environnement. Alors, quand j'ai préparé l'exposé, je suis retourné sur un éditorial de tous les journaux, scientifiques dans le domaine de la santé, Lancet, etc., et santé publique, etc. Et en 2021, donc c'était après Covid, et c'était un éditorial très
très ambitieux, enfin très alarmiste, très ambitieux sur le fait que les enjeux liés au climat était très important et un enjeu important, enfin, qui légitime ce que vous avez fait dans cet institut. Le point, c'est, je vous le signale parce qu'il est extrêmement bien écrit et extrêmement détaillé sur les canaux d'intégration, mais à chaque paragraphe, l'article fait, mettons, trois pages, mais à chaque paragraphe, on a un nouveau canal d'intégration. Et donc, à la fin, on se dit, mais alors, comment on arrive qu'est-ce qui est important là-dedans? Donc, ce qui, je crois, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à trouver quand même des cadres d'analyse qui permettraient de poser les problèmes un peu plus systématiquement. Alors, clairement, ça oblige aussi à séparer. Donc, là, je ne vous parlerai que de climat. Je ne parlerai pas des pollutions locales, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais il faut faire quasiment le même genre de travail. Je parlerai essentiellement de santé, assurance maladie, de pauvreté et un peu de financement de protection sociale au travers des débats sur l'usage de la taxe carbone. Je ne parlerai pas du tout de retraite, enfin on ne peut pas tout regarder, mais on peut essayer d'avoir des cadres pour ça. Alors revenons aux éléments de base. Si on prend sur le climat, c'est les scénarios du GIEC, qu'est-ce que vous avez ici? C'est les scénarios à gauche en termes d'émissions et à droite en termes de concentration, c'est-à-dire de température, quoi. Et vous voyez, et en fait, aujourd'hui, on est entre le plus bas et le plus haut. Le plus haut, c'est pas de mesures vraiment nouvelles, c'est-à-dire qu'on continue à pas introduire de mesures nouvelles et on arrive vers quelque chose, je ne sais pas combien de degrés, au moins 3 degrés sans mesures nouvelles, il n'y a pas de doute là-dessus. Les scénarios, alors les scénarios à l'autre extrême, c'est des scénarios. Donc, si on prend sur les. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient ces scénarios? Ils auraient beaucoup de dommages, beaucoup d'augmentation des événements extrêmes, beaucoup de tous les dommages qui sont identifiés dans les rapports du GIEC à l'impact du changement climatique. Par contre, du point de vue macroéconomique, il y aurait, à l'opposé, si vous prenez les scénarios qui stabilisent assez vite, mettons à 1,5 degré, il faudrait des investissements, certes, qui étalés sur je ne sais plus combien a dit Xavier, 30 ans, ne sont pas importants, sauf qu'il faudrait les faire tout de suite et donc ne pas les étaler. Donc à ce moment-là, du point de vue le besoin d'investissement macroéconomique sur les 10 prochaines années est en fait considérable. Et donc du point de vue macroéconomique, on a des enjeux totalement différents. Dans le cas extrême, on aura par exemple une chute de la productivité de la production agricole et ça va être par là que va se faire les bouclages macroéconomiques. Donc selon les scénarios, on va avoir des dommages très différents, des dépenses d'investissement, enfin, ou des dépenses en général, soit d'investissement. Alors on distingue en général quand on fait de l'économie de l'environnement, enfin du climat notamment, ce qu'on appelle l'atténuation au changement climatique, qui ici parlerait de ce qu'on appellerait de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire à la base les émissions, c'est la réduction des émissions, c'est comme arrêter de fumer. Et la deuxième chose, et sinon, il y a les dépenses dites d'adaptation, dont parlait Xavier par ailleurs, notamment dans les pays les plus exposés, qui sont des dépenses qui cherchent plutôt à assurer une meilleure résilience, typiquement végétaliser les villes pour éviter des effets d'îlots de chaleur qui soient trop importants. Donc on a des scénarios qui vont être très typés à la fois par leurs effets sur, si ce qui nous intéresse, les effets sanitaires, qui vont être très typés sur leurs effets sur la protection sociale, enfin leurs effets climatiques, leurs besoins de mesures d'atténuation et d'adaptation, et d'autre part les enjeux macroéconomiques associés. Alors qu'est-ce que font les économistes de l'environnement par rapport à ça? Ils se posent deux types de questions. La première, c'est mais au fond, qu'est-ce qu'il faudrait, quel serait le scénario optimal, entre guillemets, à quel niveau il faudrait stabiliser la température. Donc ça, c'est les débats, est-ce qu'il faut viser 2 degrés, 3 degrés, 2 degrés et demi, etc. Et puis, la deuxième question, c'est un peu celle qu'a évoquée dans son introduction Xavier. Il se pose la question, si je me suis fixé un objectif, déclinons plus précisément le scénario et identifions les contradictions, les objectifs macroéconomiques. Mais par contre, ce qu'il faut bien voir pour traiter si vous voulez traiter de résilience de protection sociale, c'est qu'il faut, en l'état des politiques, de ce que sont les politiques environnementales, il faut admettre que vous êtes face à un ensemble de scénarios possibles
tous différenciés par rapport à leurs impacts, mais vous ne pouvez pas considérer que qu'on est sûr qu'on est sur le scénario de degrés. D'abord, on n'y est pas en fait. Hein. Bon. Donc le premier message, c'est pour avoir. Donc, comment aborder la résilience d'un secteur? Alors là, je vais mettre sous la houlette. Je pense que le secteur qui a été le plus loin pour regarder ce genre de choses, curieusement, c'est le secteur monétaire et financier, qui jusqu'en 2015 ne s'intéressait pas beaucoup au climat. Uniquement, il y avait l'émergence de ce qu'on appelle la finance verte, c'est-à-dire d'essayer de trouver des instruments pour financer des investissements verts. Mais ça restait très très marginal. Il n'y avait pas de réflexion d'ensemble du secteur financier au fond, l'exposition et la résilience Enfin, l'idée était que les problèmes du climat, c'est des problèmes pour les économistes de l'environnement, et les problèmes du secteur financier, c'était des problèmes sérieux qui étaient différents. Et donc, il y a eu, donc je vais mettre sous le de Marc Carney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre à l'époque, qui a fait un premier discours qui s'appelait La tragédie des horizons, et ensuite différents rapports qui font qu'aujourd'hui, le secteur monétaire et financier s'est beaucoup impliqué pour évaluer son exposition aux risques climatiques et essayer, au fond, de voir comment il pourrait aborder le problème. Et les intuitions de McCartney étaient... McCartney, c'est beaucoup... Il y a plus que des intuitions, c'était autre chose. Bon. Marc Carney mettait en exergue, le fait que le secteur financier et le secteur de la régulation monétaire et financière étaient très exposés, en fait, et ignoraient, n'avaient pas pris la mesure que potentiellement le changement climatique pourrait lui poser problème. Et le premier canal d'intégration qu'il mettait en exergue, c'est ce qu'on appelle les actifs échoués, c'est-à-dire que si on met en place brutalement une politique environnementale de protection du climat, immédiatement, on va dévaloriser tous les actifs des entreprises qui utilisent de l'économie, ce qu'on appelle l'économie marron, et que tout ça pouvait faire des chocs sur la bourse tout à fait considérables. Bon, par ailleurs, le message était que... financier pourrait se dire, c'est simple, le mieux c'est de rien faire et je laisse la bulle se continuer. Et donc son message c'était de dire, surtout c'est pas ça qu'il faut faire, parce que si jamais on ne traite pas le problème et qu'on n'anticipe pas le problème, quand on se retrouvera confronté plutôt là dans des scénarios où il y aurait beaucoup de dommages, on va se retrouver avec des instabilités, des problèmes macroéconomiques qu'on ne saura pas traiter. Donc, le deuxième message, c'était qu'il faut anticiper. Et donc, l'inaction, c'est laisser la boule des effets des risques à long terme. Et donc, ce qu'il a essayé de faire, alors, il a introduit la distinction que vous avez sur ce slide, en fait. Au fond, il raisonne maintenant, pour aborder la résilience d'un secteur, il y a cette distinction entre ce qu'on va appeler les risques physiques et les risques de transition. Alors, il y a un peu de malentendu avec ça, parce que quand on parle de risques physiques, le changement climatique, il n'y a pas de doute qu'il est à l'œuvre et les conséquences sont déjà à l'œuvre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les impacts, des incertitudes de connaissances, et puis souvent, et c'est pour ça que ça vous concerne, on va y revenir, souvent, l'impact du changement climatique, c'est d'augmenter la fréquence de certains risques. Ce n'est pas des impacts déterministes. Augmenter, la manière dont la température va faire élever le niveau des mers, c'est assez mécanique. C'est de la dilatation et de la fonte des glaciers. Sauf que la fonte des glaciers continentaux, on ne sait pas à quel rythme c'est, donc là, il y a de l'incertitude. Et par ailleurs, l'évolution de l'environnement littoral, mettons, c'est pas juste un problème de niveau des mers, c'est aussi les surcotes liées aux événements extrêmes, et donc c'est plus compliqué que ça. D'où, en réalité, les dommages climatiques, c'est souvent des dommages qui relèvent de l'économie de l'incertain et des risques. Mais donc il y a cette distinction des risques physiques qui sont plutôt liés à ce que j'avais appelé précédemment les dommages. C'est les dommages. Et puis il y a les risques de transition. Et donc dans les risques de transition, par exemple, il y a les risques technologiques, c'est-à-dire que oui, on peut faire des véhicules électriques. On ne sait pas à quel coût on saura faire des véhicules électriques. On ne sait pas complètement comment on saura recycler les batteries des véhicules électriques. Et donc, est-ce qu'on saura plutôt faire de l'hydrogène vert et à ce moment-là faire plutôt utiliser. Bon, donc on a beaucoup d'incertitudes
sur la transition. Et notamment d'où des questions de comment on arrive à financer cette transition dans une transition avec des choses beaucoup plus risquées, notamment toutes les phases de déploiement, c'est-à-dire que de manière un peu spécifique, c'est pas le seul secteur où il y a de l'incertitude technologique. Par contre, il y a une difficulté, c'est que si on décide de faire le véhicule électrique, il faut avoir des réseaux de bornes de charge, il faut les installer, etc. Et personne ne veut prendre les risques là-dessus. Donc il y a tous ces risques de transition. Et puis ce qu'ajoute McCartney, c'était le bouclage avec l'aspect macroéconomique, c'est qu'il peut y avoir des... Ça, c'est ce que regardaient les économistes, je dirais, de l'environnement. On va retrouver les coûts des dommages et dans les risques de transition. Si vous prenez l'agroécologie, c'est à la fois de l'atténuation et de l'adaptation, et il y a de l'incertitude et par exemple plus de volatilité des rendements agricoles, donc on a des risques de transition assez typiques. Et puis il y a ces risques macroéconomiques, c'est le fait par exemple qu'on peut avoir des problèmes sur la stabilité économique et financière, et donc voilà à peu près le cadre. Alors moi j'ai essayé de faire un schéma qui essaye de remettre un peu tout ça au moins dans un même schéma. Et donc en haut, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les risques physiques. Donc en fonction du changement climatique, on va avoir des impacts, et ces impacts ils vont se transformer en dommages avec un certain nombre de coûts en fonction du niveau de changement climatique qu'on aura. Donc ça, c'est plutôt le monde des risques physiques. Et puis dans le monde en bleu, c'est les risques liés à la transition. Donc là, on retrouve les coûts directs de la transition, c'est-à-dire l'atténuation et l'adaptation, avec les risques sur les technologies, etc. Et puis, ce qu'apporte un élément supplémentaire et qui est non négligeable, c'est tous les enjeux de stabilité macro-financière, mais aussi tous les enjeux d'équité, d'acceptabilité, et qui rebouclent, évidemment. Voilà. Donc, juste très rapidement, je repasse en revue. Donc, les risques physiques, on en a parlé. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier, là, vous avez l'exemple, c'est sur les régimes d'assurance catastrophe naturelle. La courbe de distribution des risques va se développer. Comme vous le savez, en France, on a généralement des systèmes d'assurance qui assurent bien, mais qui incitent peu à la prévention. Et par ailleurs, ce qu'a dit, ce qui est très frappant sur les risques naturels, quand c'est sur les submersions marines, ils sont évidemment localisés sur le littoral. Les risques de crues, ils sont localisés près des rivières, et les risques de subsidence, ils sont localisés dans certaines régions particulières. Donc dans nos systèmes actuels, on a plein de subventions croisées dans le fonctionnement de ces régimes d'assurance qui sont tolérés. Simplement, ces régimes vont fonctionner avec des paramètres qui vont être beaucoup plus élevés, et il n'est pas sûr que si on n'y prend pas garde, les gens accepteront de continuer à payer des primes d'assurance pour des gens qui continuent à construire près du littoral. Donc, ceci peut sans doute se transposer au moins le questionnement. Sur les risques technologiques, ça c'est simplement une illustration des scénarios de décarbonation, et donc les fourchettes montrent qu'il y a un certain nombre de choses qu'on sait faire à faible coût à la tonne de carbone évité, mais ça ne suffit pas pour faire la décarbonation de l'économie. Et pour faire la décarbonation de l'économie, on est obligé d'aller chercher des technologies où la fourchette bleue s'écarte, c'est-à-dire où on a des incertitudes tout à fait importantes sur les coûts que ça nécessiterait. Et puis, sur les risques macroéconomiques, ce qui ressort un peu, donc les risques liés à la stabilité financière et monétaire, ce que développe aujourd'hui le monde à partir d'exercices, d'évaluation, d'identification des risques qui ont été faits assez systématiquement par les services d'études des banquiers centraux, ils mettent en exergue qu'il vaudrait mieux faire une transition ordonnée, c'est-à-dire non pas de la reporter, parce qu'à ce moment-là, on aurait les dommages, mais par contre, une transition chaotique dans laquelle tout d'un coup, on dit on fait rien sur le charbon, et puis on dit maintenant, vous avez 2 ans pour sortir du charbon, et puis on n'est pas sûr que ce sera fait parce qu'on crée de l'incertitude sur le fait que la politique sera appliquée, etc. Il y a potentiellement des coûts macroéconomiques et des coûts à une transition chaotique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est très très vite. Je ne sais pas combien tu me donnes. Voilà, juste un point à signaler quand on veut aborder, ça c'est le schéma, je dirais, que je tire de McCartney. Il y a une complexité quand vous êtes dans un secteur particulier. Au niveau mondial, le schéma il se boucle, les mesures d'atténuation vont déterminer le changement climatique. Au niveau d'un pays, a fortiori au niveau d'un secteur, les mesures d'atténuation, c'est-à-dire combien vous contribuez à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est essentiellement déterminé par rapport aux objectifs qui sont fixés dans les engagements internationaux.
Et ensuite, c'est essentiellement les engagements internationaux. Donc ça rajoute une boucle un peu complémentaire qui dissocie un peu ce qui concerne adaptation et dommages et ce qui concerne plutôt l'atténuation. Alors ce que j'ai fait après, mais je vais aller très vite, très vite, c'est que j'ai repassé l'éditorial du Lancet pour voir si la méthodologie s'appliquait. Alors je l'ai appliqué, j'ai regardé d'abord les systèmes de santé. Le point qui ressort vraiment de manière majeure, c'est que les systèmes de santé sont très concernés, puisque les dommages, il y a beaucoup de dommages qui sont de nature sanitaire. J'ai plutôt parlé jusqu'à présent de ceux qui n'étaient pas de nature sanitaire, sauf les vagues de chaleur, mettons. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses, tout ce qui est lié aux vagues de chaleur, tout ce qui est lié, y compris même les conséquences indirectes des inondations, mais aussi tout ce qui est potentiellement surinfectieux, etc. Et de l'autre côté, il pointait aussi qu'il y avait un enjeu d'adaptation et qu'il fallait que les professionnels de santé s'investissent dans l'adaptation. Si on prend plutôt sur les assurances sociales, là on va retrouver des bouclages avec la macroéconomie et la question de comment on arrive à financer éventuellement des besoins d'investissement considérables dans le secteur de la transition écologique sans faire exploser, je dirais, les prélèvements obligatoires. Et puis, ce qui ressort de manière très frappante, quand j'ai pris le nombre d'items, c'est l'importance des sujets liés aux inégalités, avec des bouclages liés aux inégalités qui ressortent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. Par exemple, y compris par exemple par des bouclages sur l'alimentation et la malnutrition. C'est-à-dire que si c'est pas juste 8 milliards, ce sera les plus pauvres des 8 milliards qui seront malnutris. Bon, des choses comme ça. Voilà, donc, et évidemment, mais justement, c'est pas le seul. C'est-à-dire que souvent, on a beaucoup débattu, mais si tu m'arrêtes, je vais m'arrêter, des sujets sur l'équité, des mesures, par exemple, de la taxe carbone. Alors, juste un commentaire là-dessus. Quand on fait des réglementations où on impose le véhicule électrique, les problèmes redistributifs sont à peu près les mêmes. Et donc, les problèmes d'équité sur la répartition de l'effort sont tout à fait cruciaux. Il ne s'agit pas de les sous-estimer. Mais par contre, ce que montre ce petit schéma, c'est que vraiment, ils ne sont pas les seuls et qu'à tous les côtés, et y compris sur les bouclages macroéconomiques avec éventuellement les migrations, les conflits liés à la sécurité alimentaire, par exemple. Voilà. Donc, voilà le genre de cadre qui, au moins, peut essayer de mettre, non pas en opposant je dirais des objectifs qui sont exprimés dans des termes tellement non commensurables qu'au fond, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de travail de construction des politiques possibles, parce que soit on croit à une histoire, soit on croit à une autre. Il y a quand même des choses qui s'esquissent, qui permettent, mais qui nécessitent beaucoup de travail et beaucoup de recherche, sans doute. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dominique. Et je veux dire, ce qui est formidable, c'est que tu as fait l'introduction pour toutes les tables rondes suivantes du colloque, l'une qui est celle qui va venir sur la santé, et cet après-midi plus précisément sur les dispositifs de protection sociale confrontés à ces diverses formes d'inégalité. Et donc, on voit bien que l'économie de l'environnement, elle n'est pas séparée du reste, et c'est surtout cela. Elle n'est pas séparée d'une part, effectivement, de la macro, ça c'est vraiment complètement évident aussi dans ce que disait Xavier. Elle n'est pas séparée, je dirais pas de la protection sociale, mais des enjeux de la protection sociale et de son économie. Et on ne peut pas le penser comme ça. Et donc ça, c'est vraiment très bien que vous deux, vous nous aidiez à le démontrer. Alors, c'est assez ancien et il y a eu des tas de travaux. Alors, deux des personnes autour de cette table, à commencer par Xavier qui a parlé et Didier qui va parler, qui est, j'ai oublié de le dire, ancien directeur des études et synthèses économiques à l'INSEE, ont travaillé sur le rapport Sen-Fitoussi qui déjà s'interrogeait sur la capacité des indicateurs économiques dont nous disposions justement à prendre en compte ces différentes dimensions et à faire des choix. Depuis, les choses ont beaucoup progressé. Il y a eu des diversifications d'indicateurs, à la fois dans la dimension égalité, dans la dimension
environnementale, mais où on en est d'une part, et deuxièmement, à quoi ça sert. Et est-ce que les débats, est-ce que ça sert notamment à guider le débat public, à guider la décision publique? C'est la question posée à Didier. Bien, merci. Tu as dit Senfitoussi, là, pour le rapport. Généralement, on fait l'inverse. On dit seulement Stiglitz et on oublie ces deux-là. Donc, c'est Stiglitz, Senfitoussi. Alors, effectivement, j'en parlerai un petit peu à la fin. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation à cette table ronde. Donc, la question était un peu à rallonge. Là, je vous la rappelle, là, des indicateurs autres que le PIB pour apprécier la soutenabilité de notre modèle économique et social, quelle utilité concrète pour les politiques publiques, quelles articulations, quels arbitrages. Sur arbitrage, je vais un peu botter en touche parce que arbitrage, c'est quand même une question plutôt politique. Est-ce qu'il faut faire plus de ceci ou de cela? Ce n'est pas aux statisticiens de le dire. Lui, il est là juste pour mettre sur la table tous les éléments du débat. Alors, ce que je vais essayer de faire, moi, je vais parler avec notes, et puis je ne suis pas sûr d'arriver à le faire de façon articulée. Donc, enfin bon, je vais proposer quelques réflexions, et puis je ne couvrirai pas l'ensemble des sujets. D'ailleurs, déjà dans l'exposé de Dominique, il y avait déjà plein d'indicateurs, dont certains que je ne connaissais pas bien, tout ça. Donc, ce qui montre bien que je ne peux pas prétendre de couvrir l'ensemble du sujet. Je vais essayer juste de mettre en ordre quelques idées avec 3 temps. Alors, je vais faire un peu, ça va plutôt être centré sur la comptabilité nationale et ce qu'elle apporte, ce que ces prolongements peuvent apporter au débat. Je vais commencer par un petit temps de défense du PIB et de la comptabilité nationale parce qu'il est souvent attaqué, donc ça donne un peu envie, même si soi-même on a œuvré dans le sens de sa critique, notamment à travers ce rapport, ça donne quand même envie de défendre un petit peu ce bon gros PIB et pour expliquer à quoi ça sert et pourquoi il serait pas opportun de s'en passer, en tout cas pas opportun du tout de se passer de la comptabilité nationale. Et puis j'aborderai un peu des pistes pour l'enrichissement de ce système statistique que constitue la comptabilité nationale qui ne nous font pas radicalement sortir de son cadre d'analyse. Et je pense que là où elle peut le plus apporter, c'est sur la mesure des coûts de la transition écologique. Là, on sort progressivement de l'idée que le verdissement, ça serait un chemin pavé de roses et que ça va avoir beaucoup de côtés gris. Et je pense que la comptabilité nationale, eh bien, c'est le bon endroit pour essayer de mettre ces choses-là sur la table. Plus complexe, par contre, est la question sur laquelle je pense que j'étais peut-être plutôt attendu, qui était la question de répondre par oui ou par non à tout un indicateur de soutenabilité. La conclusion du rapport Stiglitz avait été de dire que c'était bien compliqué. Effectivement, il y a eu des choses depuis là qui permettent d'avancer un petit peu, mais ça reste un sujet compliqué qui est extrêmement multidimensionnel. Donc c'est pour ça que le statisticien ne peut pas à lui tout seul répondre par oui ou par non, de savoir si on en fait suffisamment pour que le niveau de vie futur soit préservé. Alors sur le côté défense du PIB, donc comme je disais, il est fréquemment pris comme bouc émissaire. À la limite, quand on lit sur Twitter, tout ça, on a l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'aucun des problèmes qu'on a actuellement n'existerait si on n'avait jamais inventé la comptabilité nationale, ce qui est effectivement tout à fait excessif. En fait, je crois qu'il faut distinguer le PIB en tant qu'indicateur et le PIB en tant que cible. Ce qui peut être critiqué, c'est l'idée qu'il faille maximiser cet objet-là à tout prix. Mais ce n'est pas parce qu'on renonce à le maximiser qu'il devient inintéressant de l'observer. Hein. Si vous êtes dans votre voiture et que vous décidez tout d'un coup de ne plus rouler le plus vite possible, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous passer du compteur de vitesse et arrêter complètement de le regarder. Donc cesser de faire du PIB une cible ne retire rien à l'intérieur de la mesure. D'ailleurs, le fait qu'on en ait fait l'objectif exclusif des politiques économiques et sociales, c'est également un petit peu abusif, sinon on n'aurait jamais inventé ni la retraite, ni les congés payés, tous les gens travailleraient le plus possible pour maximiser cet objet, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas. Alors, et donc le PIB, c'est la mesure de quelque chose et de quelque chose qu'il est intéressant de continuer à regarder. En gros, pour l'essentiel, en fait c'est assez difficile parce que c'est quand même un objet un petit peu hétéroclite qui mélange des choses qui ne sont pas toutes mesurées exactement de façon cohérente, tout ça. Donc il est difficile de trouver un mot unique pour bien caractériser ce que ça quantifie. Mais enfin, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau nominal, c'est un agrégat des revenus qui sont générés par la contribution à la production des différentes catégories d'agents économiques. Donc c'est la masse des revenus qui sont générés par l'activité. Donc on voit bien l'intérêt, je veux dire, se passerait-on de mesurer les revenus quand on formule les choses de cette façon-là? Tout le monde répond bah non, évidemment, il faut continuer à le faire. Et ça c'est pour le PIB nominal. Et quand on déflate par les indices de prix appropriés, ça donne une mesure de ce que ces revenus permettent d'acheter, donc ce qu'on appelle le revenu réel ou le pouvoir d'achat. Donc on voit bien en quoi ça importe en règle générale, et il n'y a pas de raison que ça importe moins dans une économie qui essaierait de se verdir au maximum.
Je pense que même les gens qui font profession de critiquer le PIB, ça leur arrive de regarder ce qui rentre, ce qui sort de leur compte en banque. On ne voit pas pourquoi un pays qui essaierait de gérer sa transition écologique arrêterait de le faire. Je dirais même qu'au contraire, justement, au vu de tout ce qui a été dit sur les coûts de la transition écologique, les sujets, on voit bien cette tension qui existe entre le sujet verdissement et le sujet pouvoir d'achat, conditions de vie, et donc avoir un outil qui nous permet de quantifier la façon dont les politiques de transition écologique affectent ces revenus et ce pouvoir d'achat est un sujet tout à fait important. Donc la transition écologique, elle n'appelle pas moins de comptabilité nationale, elle appelle plutôt davantage de comptabilité nationale. Bon, les problèmes qu'on a à gérer, donc c'est d'une part les manques à gagner parce qu'il y a des productions auxquelles on va devoir renoncer, et puis les surcoûts sur les productions qu'on va continuer à assurer, il faudra les gérer par des techniques différentes qui, au moins dans un premier temps, après il peut y avoir une phase plus favorable, mais au moins dans un premier temps seront davantage coûteuses. Donc voilà, je pense que la comptabilité nationale et le PIB seront bien dans leur rôle s'ils mesurent bien tout ça. Voilà pour la défense de l'existant. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il n'y a rien à faire? Ben non, évidemment, donc il y a plein de choses à faire. Je vois 4 ou 5 chantiers d'intérêt pour qui veut faire évoluer la comptabilité nationale d'une façon qui aiderait de mieux faire tout ça. Certains sont déjà largement engagés, étaient même déjà en partie engagés du temps du rapport Stiglitz, Sen-Fitoussi. D'autres sont plus nouvelles et pas forcément évidentes à traiter. J'en vois une première, c'est le PIB. Dans le mot PIB, il y a le B qui veut dire brut, c'est-à-dire qu'on raisonne sur de la production brute, mais il existe aussi en comptabilité nationale un concept de produit intérieur net, net de la dépréciation du capital. On a vu que dans la transition écologique, il y a toute une problématique de dépréciation de capital. Donc il y a la dépréciation du capital naturel, c'est l'enjeu principal de la soutenabilité, mais il y aura aussi à la clé des dépréciations accélérées de capital au sens classique où la comptabilité nationale considère cet objet capital. Donc on ferme des usines parce qu'elles produisent des choses qu'il faut arrêter de produire. Ça, c'est du déclassement. Et actuellement, la comptabilité nationale traite la dépréciation de capital de façon plutôt forfaitaire. Donc on pourra se poser la question de savoir est-ce qu'on peut faire mieux. Un autre chantier que je vois, c'est contribuer à bien quantifier donc, ces coûts supplémentaires auxquels on doit faire face. Donc Xavier a évoqué l'ordre de grandeur 1,5, 2 points de PIB par an à contribuer sur les décennies qui viennent à la décarbonation. Il y a par exemple une façon de cumuler tout ça qui du coup renvoie à des choses qu'on a l'habitude de trouver dans la comptabilité nationale, un concept de dette, donc qui serait ici une dette écologique au sens de voilà, tout ce qu'il faudra avoir en réserve si on voulait assurer cette décarbonation en décaissant progressivement les réserves en question. L'ordre de grandeur, il est assez facile à chiffrer. Hein. Si c'est 2 points de PIB par an pendant une quarantaine d'années, ça fait de l'ordre de 80 à 100% du PIB. Donc on tombe sur des ordres de grandeur assez comparables à d'autres objets d'aide qu'on a l'habitude de manipuler. Donc ça peut être intéressant. C'est une façon de visualiser l'ampleur du sujet, de montrer que ce n'est pas non plus infaisable, mais que voilà, c'est quand même une grosse masse. Maintenant, là, il faudra quand même travailler parce que c'est quand même pas de la même nature que les autres dettes qu'on a l'habitude. La dette maastrichtienne, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire rouler indéfiniment. La dette écologique, par contre, au vu de ce qui nous a été montré comme scénario, c'est quelque chose qu'il faudra absolument honorer. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre toutes ces choses-là exactement sur le même plan. Troisième point, ce qui a été dit, alors c'est que la façon dont on va gérer cette transition, cette décarbonation, il va y avoir beaucoup d'enjeux de redistribution, parce que le phénomène va affecter les différentes catégories d'agents de ménage de façon différenciée. Alors traditionnellement, dans le champ de la statistique, il y avait un peu un partage des rôles entre d'un côté une comptabilité nationale qui s'intéressait aux grands agrégats et puis qui répartissait entre des grandes catégories d'agents, les entreprises, les ménages pris comme un tout, et puis l'État, et puis quelques autres secteurs institutionnels plus annexes. Et puis, si vous vouliez vous intéresser aux inégalités, il fallait frapper à une autre porte, c'était celle de la statistique sociale. Et c'était deux mondes qui se parlaient un petit peu, mais enfin qui étaient quand même un petit peu disjoints. Là, il y a tout un courant qui rapproche les deux choses, et donc essayer d'évoluer vers une statistique sociale centrée sur la distribution des revenus qui est directement branchée sur la comptabilité nationale avec une garantie de cohérence entre les chiffres. Bon, il y a pas mal d'initiatives qui avaient été prises ces derniers temps. Bon, on pense évidemment au travail de Piketty qui, lui, a carrément eu l'ambition de désagréger l'ensemble du PIB, là, même les comptables nationaux, c'est pas forcément cet indicateur-là qu'il fallait désagréger, mais enfin bon.
Je ne vais pas ouvrir le débat ici, mais enfin, dans la foulée de tout ça, effectivement, il y a toute cette démarche visant à décontracter au maximum les comptes nationaux de façon à rendre compte des situations individuelles des ménages. Un troisième, je ne sais plus si je suis au troisième ou au quatrième, un quatrième chantier. Alors, la façon classique qu'on a d'appréhender les inégalités, c'est plutôt les inégalités de revenus nominaux. Donc on a été habitué ou raisonné comme quoi l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur l'évolution des inégalités, ça consistait à regarder les évolutions de revenus nominaux. Et puis ensuite, la stat sociale, elle déflatait les évolutions par décile de ménage, par le même indice de prix. Et là, avec ce qui est en train de se passer, on voit que les évolutions de prix sont différenciées. On ne peut plus éluder la question de la façon dont les évolutions de prix contribuent elles aussi à l'évolution des inégalités. Donc il y a une littérature qui commence à se développer, qu'on appelle le thème de l'inflation inequality, et donc c'est un sujet d'investigation. L'INSEE lui-même donc, a commencé à davantage communiquer sur les différentiels d'évolution de prix par catégorie. Et ce n'est pas qu'une histoire de catégorie sociale. Bon, il y a en plus le clivage urbain-rural, etc., beaucoup d'autres critères qui interviennent. Quatrième point, il y a la façon classique qu'on a, et ça recoupe une remarque qu'a fait Dominique, la façon classique qu'on a d'appréhender la mesure des niveaux de vie, ça consiste à regarder, comme je disais à l'instant, le revenu nominal et puis les prix. Ce qui détermine votre pouvoir d'achat, c'est est-ce que l'évolution de votre revenu nominal est suffisante pour compenser l'élévation des prix compte tenu de la structure de votre panier de consommation. Or, ce qu'on sait, notamment suite à la Convention climat, tout ça, etc., c'est qu'il y a quand même une forte réticence à gérer la transition écologique par des signaux prix, en l'occurrence la taxation carbone, et qu'on va devoir s'appuyer aussi en large partie sur de la réglementation et donc de la contrainte. Et a priori, au final, l'effet est à peu près du même ordre, qu'on vous oblige à changer de chaudière, soit en majorant le prix du carburant, de la source d'énergie que vous utilisez actuellement, soit en vous obligeant à changer de chaudière. L'effet est à peu près le même, sauf que notre façon classique de calculer les niveaux de vie ne fait intervenir que l'effet prix. Donc, si c'est par la contrainte qu'on vous impose la chose, il faut réfléchir à d'autres façons de mesurer. La façon interdire d'acheter des choses, c'est ici une façon d'affecter le pouvoir d'achat. Et donc, c'est quelque chose qui doit être intégré dans la mesure. Alors, ce n'est pas un sujet complètement nouveau pour la statistique, parce qu'il y a quand même tout le thème des dépenses contraintes. Je veux dire, si on vous oblige à changer de chaudière, c'est une forme de dépense contrainte. Mais ce sujet des dépenses contraintes, c'est quand même quelque chose qu'on gère dans le système statistique avec moins de fondements théoriques. Sur la théorie des indices de prix, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est moins évident pour ce genre de choses. Dernier point, et ça va être peut-être 6 chantiers là, plutôt que 5, qui peut aller plutôt dans le sens de la modération. Notre théorie qu'on a de la mesure du niveau de vie, la déflation par les indices de prix, etc., elle s'applique plutôt à des individus dont les préférences sont réputées ne pas changer. Or, ce qui peut quand même adoucir un petit peu les effets négatifs de tout ce financement de la transition écologique, c'est le fait que les préférences peuvent s'adapter. Et donc, on voit que ce n'est pas la même chose. Si c'est de plus en plus cher de prendre l'avion, l'indice de prix standard va dire, voilà, votre pouvoir d'achat est pénalisé. Mais si les gens finalement disent, après tout, ce n'était pas si intéressant que ça, on va s'en passer volontiers, l'effet sera un petit peu modéré. Sauf que ça peut être compliqué. Par exemple, si les gens changent de préférence avant que les prix augmentent beaucoup, du coup, l'indice de prix vous dira il y a un effet pouvoir d'achat. Je me trompe, c'est peut-être plutôt l'inverse. Si les prix augmentent avant que les préférences aient changé, l'indice de prix classique va nous dire vous avez un impact pouvoir d'achat. Si au contraire les gens, il y a déjà de la désaffection pour l'avion avant que les prix soient mis à augmenter, vous aurez un message. Donc il y a des choses. Alors je ne sais pas du tout par quel biais les SSIens peuvent essayer d'approcher ça, mais il y a quand même un petit sujet. Il y a peut-être des choses à travailler aussi avec les indicateurs subjectifs, etc., qui permettraient de mieux rendre compte quel serait au final le ressenti de ces évolutions sur les prix ou sur les différentes contraintes concernant les consommations. Alors maintenant, le dernier point, la mesure de la soutenabilité stricto sensu, avec un petit retour sur ce qui avait été fait à l'époque du rapport Stiglitz et les façons dont les choses avaient bougé. Donc la question, c'était est-ce qu'on peut avoir un indicateur un peu à tout faire qui nous dit si nos conditions de vie sont soutenables ou pas. On avait procédé à un petit inventaire de ce qui existait à l'époque. Il y avait 2 candidats qui s'étaient détachés à la fin, donc ça avait fini en combat singulier. Il y avait l'empreinte écologique là, qui était très, très médiatisée et dont il s'avérait au final qu'elle était essentiellement une empreinte carbone. Donc,
Ça, c'est un peu passé dans les mœurs. L'empreinte carbone, on en fait à tous les étages. Et on en fait notamment, pas seulement au niveau agrégé, mais au niveau désagrégé des différents ménages. Donc maintenant, il y a tous les débats sur les empreintes carbone différenciées des riches versus des pauvres, etc. Mais le problème de cette approche de la soutenabilité, c'est qu'elle regarde un aspect très très important, évidemment, mais qui n'est qu'un seul aspect. Et donc, ce qu'on avait quand même fait passer comme message à l'époque, c'est que la soutenabilité, c'était un problème plus large. Si vous faites tout ce qu'il faut pour bien décarboner et faire chuter l'empreinte carbone au niveau souhaitable, mais si en même temps vous arrêtez d'éduquer les générations successives, ou si vous désinvestissez sur la santé, tout ça, on ne peut pas dire non plus que le niveau de vie futur sera bien. Donc on avait dit qu'il faut un peu une approche holistique du problème qui prenne en compte les différentes questions. La difficulté quand vous voulez déboucher à partir d'un problème formulé de cette façon-là sur un indice unique, c'est comment pondérer ces différentes dimensions. Et donc c'est un peu un problème de prix relatif. Et c'est là-dessus qu'on avait un petit peu buté. À l'époque, il existait sur le marché indicateur, qui était une espèce de généralisation du concept d'épargne nette des comptables nationaux, qui comptait en positif tout ce qu'on faisait de bien pour le niveau de vie des générations futures, notamment l'éducation, mais aussi le fait de construire des usines, etc., parce qu'on ne pourra pas s'arrêter non plus complètement de le faire, et puis qui comptait en négatif toutes les atteintes qu'on faisait, par exemple, à l'environnement. La seule chose, c'est qu'à l'époque, effectivement, la valeur qu'on donnait à la tonne de carbone, elle était très, très faible, donc du coup, ça passait complètement dans l'épaisseur du trait, et ça faisait un indicateur qui n'était pas vert du tout. Depuis, on a des évaluations du prix du carbone qui sont bien plus élevées, donc ça donne à cet indicateur un potentiel pour avoir un message plus radical, et donc c'est déjà intéressant sur la question de la soutenabilité, mais il reste quand même que les bases théoriques de ce genre de mesures sont assez fragiles, et donc les résultats, ça aide à alimenter le débat, mais ce n'est pas la mesure de la soutenabilité, donc on en est toujours à peu près à ce niveau-là. Moi, je suis plutôt partisan de dire la soutenabilité, c'est une question multidimensionnelle, et il faut essayer de continuer à travers une batterie d'indicateurs, de l'approcher par la mise sur la table de l'ensemble des choses qu'on peut quantifier, et puis après, c'est aux politiques d'arbitrer entre faut-il plus d'éducation, plus de santé, moins de ceci, moins de cela, etc. Merci. Merci beaucoup Didier, puis merci à vous trois sur des sujets aussi compliqués, d'avoir été aussi clairs, transparents et dans un temps extrêmement réduit. Donc on va pouvoir prendre vos questions. Une de celles quand même, pour rebondir directement sur le dernier point de Didier, la réponse des pluri-indicateurs, c'est que maintenant, on les a tellement développés qu'on en a une centaine, hein, à la fois au niveau européen et traduit en France, et on les met les uns à côté des autres. Alors, pour faire les arbitrages, la question est... 169, bon. Donc la question est aussi, est-ce que on s'en sert pas pour éviter de poser les contradictions, parce que comme le disait Xavier, il y a des contradictions entre des indicateurs, de même qu'entre ce qu'on connaissait le mieux ici, à savoir les indicateurs de soutenabilité financière qui soient type Maastricht ou type intergénérationnel, les indicateurs de soutenabilité effectivement sociale sur la pauvreté et les inégalités. Mais une fois qu'on a dit ça, les articulations entre tout ça posent quand même un certain nombre de problèmes, et la réponse qu'on a faite, c'est qu'on les a multipliés et mis sur la table. Voilà. Attends, on va prendre peut-être toutes les questions de la salle. Ah bah allez-y, hein, là vous avez un... Vous avez des micros posés en bordure de scène là, pour les questions salles. Il suffit de venir les prendre. Ah. En bas. Oui, on avait là-bas. Oui, ça fonctionne? Oui, ok. Bonjour, Bernard Simon. Je suis agriculteur et représentant de la MSA. J'avais juste une interrogation justement sur les fameux indicateurs et sur l'approche dans la durée en fait des impacts sur l'environnement, l'écologie et ce que ça représente en termes d'économie. Et justement, la complexité de ces indicateurs-là, de pouvoir les construire, de pouvoir les suivre dans le temps.
Et j'y pense justement par rapport à la réflexion menée sur la viande de bovin, parce que j'ai pas tout à fait la même lecture en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on connaît de façon grossière ce que ça peut représenter et certains impacts, les impacts négatifs, on va dire les externalités négatives, mais il y a aussi une contribution peut-être de certains secteurs, par exemple pour les bovins, et en l'occurrence en France, où les bovins, ils ne mangent pas que des céréales, ils mangent aussi beaucoup d'herbes et beaucoup de fourrage, et ils arrivent à effectivement utiliser et à contribuer à l'entretien des territoires dans lesquels on ne fera jamais de céréales dans tous les cas. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette complexité-là qui fait que certains indicateurs, peut-être on a une mauvaise lecture, une mauvaise approche, et finalement on s'engage sur des scénarios qui ne sont pas tout à fait fiables? Question très intéressante. Oui, il y avait deux questions là-bas. Il y en a une ici, alors Proximité géographique, mais on ne vous oublie pas. Oui, Philippe Steck, qui travaille avec l'institution Futurible. Une question technique d'un sujet qu'on n'aborde plus. Je pose la question surtout à Dominique Bureau. Que penser du projet ITER, qui est au sud de la France et qui est un projet international dont des experts pensent la possibilité dans les années 2030-40 et qui ferait un peu avec l'hydrogène et d'autres choses, quelque chose qui produirait une énergie considérable. Oui. Désolée, Élie, ça te fait... Avec plaisir. Bonjour à tous et merci beaucoup de cette présentation. Je suis Isabelle Dorès du Conseil économique, social et environnemental. Voilà. Ma question était que la crise écologique, elle est aussi très importante par la crise de la biodiversité, qui est aussi importante que la crise climatique. Et j'ai pas beaucoup entendu parler en fait du rapport à la nature et de comment on traite la nature, et qui est vraiment une condition essentielle pour moi si on veut arriver à un nouveau modèle de développement et répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Et du coup, comment on intègre aussi le patrimoine naturel en fait dans la comptabilité nationale, puisqu'aujourd'hui il est quasi inexistant. Donc comment on peut arriver à le prendre en compte sans forcément non plus donner une valeur économique à la nature, ce qui serait un danger aussi d'un point de vue éthique. Donc voilà, donc je pense que c'est une question complexe, mais que tant qu'on n'arrivera pas à intégrer cette dimension-là dans la compta nationale, je ne suis pas sûre qu'on arrive à la prendre en compte dans les projets, dans les dimensions économiques. Je ne vous ai pas beaucoup entendu non plus sur des références aux ODD qui sont aujourd'hui peut-être un référentiel possible ou pas, et qui donnent aussi des indicateurs. Voilà, c'est peut-être ceux que vous citiez d'ailleurs dans les 168. Et puis merci beaucoup du lien fait avec les inégalités. Et du coup, est-ce que vous avez parce que je pense que c'est quelque chose d'important et qui commence aujourd'hui à être de plus en plus mis en avant, un lien entre lutte contre les inégalités et lutte contre le changement climatique et le problème écologique. Par contre, comment on peut vraiment lier plus ce sujet-là et comment on peut sensibiliser aussi à ce sujet-là, parce que pour le moment, je pense que le lien n'est pas fait dans l'ensemble de la population en général et mal compris même. Voilà. Merci. Sur ce dernier point, ça va être toutes les tables rondes suivantes qui vont le décliner, chacune avec leur angle. Donc effectivement, les inégalités, ce qui n'empêche pas nous. Oui, d'autres questions? Bonjour, David Wynne, CGT des cadres et ingénieurs et administrateur du CETIP. J'avais une question pour évaluer la soutenabilité. Quels indicateurs retiendriez-vous pour l'évaluer? Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Bonjour, Jean-Claude Barboul d'Alliance. C'est sur le PIB. On a la différence entre le PIB marchand et le PIB non marchand. Comment on arrive à faire cette différence, y compris s'il y a des besoins de transfert? C'est bon. Donc, on reprend peut-être l'ordre initial. Alors, très rapidement, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que Dominique et Didier seront plus compétents que moi. Sur le bœuf. Et d'ailleurs, pour faire un petit point avec la biodiversité, alors, vous avez raison
de pointer que le sujet est plus complexe que ça. Et qu'il y a aujourd'hui un vrai problème, et donc ça nous ramène aussi à la question de la biodiversité, il y a un vrai problème de connaissance. En fait, on a énormément de connaissances sur le climat, et on a déduit de toutes les analyses climatiques un indicateur extrêmement simple qui est le CO2, et alors qui est extrêmement simple parce qu'en plus il s'agrège à la fois spatialement et temporellement. Et donc c'est un indicateur extrêmement confortable parce qu'en fait il masque une complexité. Alors elle existe, hein, je veux dire, les modèles qui mesurent et qui simulent et qui représentent les émissions de CO2 sont extrêmement complexes, mais on a l'avantage d'avoir cet indicateur. C'est vrai que quand on parle de biodiversité ou quand on parle d'agriculture, on a aujourd'hui des modélisations qui sont extrêmement pauvres et donc une compréhension, une connaissance des choses qui est très grossière. Alors en fait, comment on raisonne ? On raisonne sur des moyennes. Et donc quand je parle du bœuf, de l'agneau et du veau, en fait on regarde le bœuf, l'agneau et le veau tel qu'il est aujourd'hui dans votre supermarché, comment il est produit, et ça c'est un désastre écologique. Alors évidemment, ça vous fait bondir parce que vous vous dites, oui mais moi je connais des producteurs de bœuf et c'est pas un désastre écologique parce qu'en fait ils l'élèvent pas de la même façon, c'est pas industriel, ils ne le nourrissent pas avec du maïs, ils ont regardé la question des émissions de méthane à travers la flatulence des vaches et l'alimentation de l'herbe, etc. Donc ils ont traité ce problème, etc. Ils font du pâturage et donc il y a un bilan carbone qu'il faut prendre en compte dans le pâturage. Et du coup, ce bœuf-là ou cet agneau-là n'a pas du tout le même bilan carbone et éventuellement même il peut avoir un bilan carbone plus favorable, voire même un bilan carbone positif. Pourquoi pas ? Donc ça c'est vrai et c'est une vraie difficulté à laquelle on va se heurter, qui est que on a d'un côté à traiter ce problème en masse. La production de bœuf en masse est un désastre écologique et qu'il va falloir qu'on ne soit pas brutal en disant on interdit le bœuf. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait du bœuf en moyenne qui était un désastre. Et en fait, il faut pouvoir dire non, si le bœuf n'est pas un désastre écologique, super. Après, il sera peut-être plus cher, il sera peut-être plus rare, il sera peut-être plein de choses. Peut-être qu'il va falloir aussi en manger moins, en faisant plus attention à sa provenance, etc. Il y a tout un travail à faire sur les filières, sur la valorisation, mais ce travail, aujourd'hui, il n'existe pas. On n'a pas les... Enfin, non, il n'existe pas. Je préside la commission développement durable et environnement du CNIS, dans lequel, sur ces questions de la biodiversité, de l'agriculture, on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui très peu équipé pour pouvoir dire des choses assez précises et assez opposables. Donc voilà. Après, on a des études de cas, on a des analyses qui sont faites par certains, mais il y a un vrai travail de répertorier, de certifier, d'agréger toutes ces dimensions-là. Et il y a un vrai problème conceptuel qui est que probablement on n'arrivera pas à quelque chose aussi simple que le carbone. Et que ça, voilà, le carbone, c'est très facile à gérer au niveau des politiques publiques parce que l'interface, elle passe par un chiffre. Là, quand on va rentrer dans les questions de biodiversité ou d'agriculture, et en plus du lien entre la biodiversité et l'agriculture, en fait, c'est plus un chiffre, c'est des problèmes qui sont multidimensionnels, qui sont extrêmement complexes. Donc, voilà, c'est une question difficile. Et juste un tout petit mot sur ITER. Donc, ITER, ça fait partie des... Alors, ITER et la fusion en général, ça fait partie des bonnes surprises technologiques qu'on peut avoir, qui pourraient résoudre d'un coup d'un seul tous nos problèmes. Alors, juste aujourd'hui, il faut quand même bien avoir en tête le graphique qu'a montré Dominique, mais le fait qu'on doit être, pour l'Europe, à des émissions nettes zéro en 2050, et que là, pour le coup, ce qu'on nous annonce sur ITER, qui est probablement un peu optimiste, est totalement hors cadre en termes de calendrier. Il nous faudrait ITER aujourd'hui pour que ça soit une solution. Après, ça peut être une solution pour au-delà de 2050, et dire que les contraintes qu'on a sur l'énergie et sur la sobriété ne seront pas les mêmes en 2050 que celles qu'on a aujourd'hui. Voilà. La fusion, alors il y a ITER, il n'y a pas que ITER, il y a d'autres projets de fusion. C'est un domaine extrêmement actif aujourd'hui. Il y a des milliers de solutions qui sont proposées avec des projets qui sont extrêmement excitants, et qui pourraient être des solutions radicales à un certain nombre de nos problèmes. Mais pour le moment, c'est pas dans le calendrier. On a vraiment besoin de solutions concrètes. Pour revenir un peu sur ce que vient de dire Xavier, pour compléter, sur l'agriculture, je pense qu'effectivement, mais sur la viande par exemple, ça illustre quand même le fait qu'on a besoin d'une approche intégrée qui regarde tous les enjeux.
Et je prends un autre exemple. Il y avait eu un travail de l'INRAE sur les régimes alimentaires, et il travaille là-dessus. Et bon, alors c'est vrai que la viande bovine, bon, liée au méthane, les objectifs sanitaires et sanitaires et climatiques sont plutôt congruents. Par contre, dès qu'on regarde vite dans les détails, et par exemple, les mesures de prévention sur les régimes alimentaires que préconiserait, alors je vais me tromper, je vais dire que c'est peut-être éviter le sucre ou un truc comme ça pour le diabète, enfin des machins comme ça. Mais l'ordre des mesures, quand on regarde les deux critères, climat et santé, c'est pas du tout une droite. Et donc, on a besoin de bien mettre les différents enjeux sur la table et de bien les mesurer avec des indicateurs qui soient pertinents, etc. Et des problèmes de recherche, parce que l'un des problèmes, alors je vais revenir peut-être sur la biodiversité, il y a un gros débat entre, il n'y a pas de doute qu'on n'en fait pas assez pour la nature, ça, il n'y a aucun doute. Mais ensuite, comment faire pour la nature? Est-ce qu'il vaut mieux concentrer l'élevage plus intensif et puis laisser du sauvage sur de grands espaces, qui est la vision anglo-saxonne, enfin américaine, pas anglo-saxonne, outre-Atlantique, disons. Ou est-ce qu'il faut chercher à vivre avec la nature? En réalité, on a beaucoup de mal, on manque de beaucoup d'éléments pour trancher ce genre de choses. Et pour trancher, on manque beaucoup d'éléments, parce que d'abord, il faudrait aussi déjà avoir des statistiques et des chiffres et pour pouvoir aborder sérieusement ce genre de questions au-delà de la transposition d'un cas passionnant, mais qui est un peu anecdotique, où on a constaté qu'à tel endroit, on pouvait faire. Donc, alors moi, je me faisais une réflexion en vous entendant, c'est que quand j'étais président de l'autorité de la statistique publique, la MSA était vraiment un très bon élève de la statistique publique, et il continue. Et je me demandais si... Par ailleurs, elle avait un gros avantage, c'était que la MSA est traitée de tous les sujets, puisqu'elle a santé, elle traite, etc. Et donc, peut-être que la MSA serait un très bon endroit pour faire une expérience, justement, de résilience de la protection sociale dans un secteur particulier à l'environnement. Et en plus, elle est proche du secteur, ce qui pourrait permettre de mettre sur la table. Donc voilà, votre question m'a amené plutôt une idée. Mais je pense que la MSA peut être vraiment le bon endroit pour faire ce genre de travaux. Donc, j'ai dit sur le patrimoine naturel, on est un peu dans la situation. Il y a eu un rapport Chevassu, etc., à France Stratégie pour essayer de donner, alors qui ne trouvait pas des choses complètement médiocres, parce qu'il trouvait quand même des valeurs à l'hectare, des services environnementaux. Alors, les services environnementaux, c'est la protection des nappes phréatiques, tout un tas de choses, enfin bon, etc. Donc, ce qu'apportent les écosystèmes à l'humain. Incidemment, j'avais l'impression que l'éditorial était complet. L'éditorial n'a pas parlé des ressources pharmaceutiques liées à la biodiversité, donc il n'était même pas tout à fait complet. Donc il y a eu un travail pour... on arrive à des prix qui sont supérieurs au prix de marché à l'hectare, donc c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que la valeur des services environnementaux peut être supérieure au prix de l'hectare qu'on calcule quand on choisit de laisser en friche versus d'exploiter, etc. Donc il y a quand même des enjeux qui sont lourds, mais on est un peu dans ce que disait Didier, à savoir qu'on met un prix où on va se rendre compte dans 10 ans, dans 30 ans, qu'on est complètement à côté de la plaque, et c'est gênant. Mais alors c'est bon, et là on est un peu au cœur de nos mesures de soutenabilité. Si quand on connaît rien, on met 0, c'est ce qu'on a, et qu'on va... Bon, ça va pas. Alors on s'en tire en disant on va faire du multidimensionnel, mais quand on fait du multidimensionnel, on voit bien, et ça fait que les gens sur Twitter continuent à dire mais il n'y a que le PIB qui compte, parce que jusqu'à Marc Carnet, les gens de l'économie disaient oui, votre truc c'est bien sympathique, mais vous êtes des environnementalistes et nous on est des gens sérieux. Donc si on veut être sérieux, si on veut discuter entre guillemets avec les gens sérieux, j'ai passé 20 ans à Bercy, donc je plaisante, mais si on veut pouvoir discuter, on est aussi obligé de rendre les choses un peu commensurables et d'accepter de discuter, mais le faire avec des chiffres faux, soit sous-estimés, soit faux, est quelque chose de problématique. Voilà. Dernier point sur ITER, juste pour dire, c'est des sujets très compliqués compte tenu des horizons, etc. Par contre, on a quand même le travail qui a été fait sur la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est capable de dire des choses autres que dire ce que suggérait Didier aux politiques, bah voilà, on vous dit, et puis
Là, c'est à l'horizon de 100 ans. Nous, on n'est pas compétents pour vous parler, de vous faire des scénarios à 100 ans. Et donc, il y avait le problème de CIGEO, qui est la question du stockage, alors qui pourra être traité si les déchets peuvent être incinérés. Mais, et donc, c'est le secrétaire général pour l'investissement, c'est la contre-expertise du secrétaire général pour l'investissement, qui montre qu'on peut faire des choses quand même, et au moins poser le problème et au moins expliciter la nature des problèmes de responsabilité. C'est-à-dire que le problème de responsabilité par rapport au stockage à Bure n'est pas le même problème de responsabilité que celui qu'on laisse à nos enfants par rapport à si on ne fait rien pour le climat. C'est quand même des choses qui peuvent être posées différemment. Donc on progresse quand même, je pense, là-dessus. Merci. Oui, Didier, vous soulevez un point très important. Alors, pour vous, c'est évident, c'est implicite, et c'est les derniers travaux de l'ADEME, mais je le redis quand même ici, parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vu, c'est que jusqu'à ces dernières années, enfin très, très, très récemment, on raisonnait par rapport, effectivement, à l'instrument prix explicite du carbone et l'emploi de la fiscalité sur cette composante carbone pour aller sur la trajectoire de prix souhaitée par rapport aux objectifs. Bien évidemment, dans la période actuelle assez agitée, on commence à se dire que le sujet devient le prix implicite du carbone et que ce prix implicite est mu par des tas d'autres choses, dont la réglementation, mais qui a un impact et des coûts. Donc je le porte à votre connaissance parce que effectivement c'est quelque chose qui commence à être très discuté. Le petit souci notamment c'est qu'il n'y a pas les ressources forcément de finances publiques à la clé, mais c'est un peu ça qu'il y a aussi dans le débat économique actuellement. Didier. Oui, je vais répondre peut-être à nouveau de façon un petit peu décousue. Sur les batteries d'indicateurs, alors heureusement, merci de m'avoir rappelé le coût des IDD et de l'ODD, et puis ça a été réabordé dans une autre question. Là. Effectivement, ce qu'on avait... Oui, objectifs de développement durable auxquels sont associés des indicateurs de développement durable au nombre, ça doit être effectivement 169, je ne sais jamais le chiffre par cœur. Par rapport à ça, donc moi je suis d'accord, effectivement, du coup là il y a une espèce d'effet pervers où on accumule des indicateurs dans tous les sens. En plus, c'est un processus international. Chaque représentant de chaque pays arrive en disant qu'il faudra rajouter celui-là, etc. Donc, on arrive sur des tableaux de bord absolument indépatouillables et qui n'aident pas davantage à faire avancer les choses. La position dans le rapport Stiglitz, ça veut dire soyons multidimensionnels, mais pas trop quand même, quoi. Essayons de focaliser sur les 4-5 dimensions qu'on juge les plus importantes. Et donc, l'éducation, c'est aussi un aspect important de la soutenabilité. Il ne faut pas l'oublier. À l'époque, c'était le CO2, le sujet, et ça reste le sujet prédominant. Mais biodiversité également, ça faisait un aspect. Alors, c'est juste à la fin de la rédaction du rapport que le rapport Chevasseau, lui, était sorti. Donc, chaque rapport suffisait sa peine. Là, on n'a pas réabordé la question et puis j'aurais pas du tout été compétent pour aborder le sujet. Mais effectivement, c'est très important. Mais c'est vrai qu'alors sur ce sujet-là, autant sur le CO2, on a l'impression d'arriver à faire progresser un petit peu sur le fait d'affecter un prix. Autant sur la biodiversité, c'est vraiment très, très compliqué. Mais on est pris dans une espèce de paradoxe, quoi, parce qu'on se dit, on ne sait pas donner un prix. Mais on nous dit si vous n'en donnez pas un, ça rend le phénomène invisible. Donc c'est un peu ce que je disais Dominique. On est un peu pris dans cette tension et je ne sais pas encore comment en sortir. Il faudrait peut-être trouver des façons qui arrivent bien sur le devant de la scène, des choses auxquelles on ne sait pas forcément donner un prix en assumant cette incapacité. Sur d'autres questions, alors une question un peu, mais ça m'a été un peu inspiré par la question sur la viande bovine. Là. En fait, dans les indicateurs, il y a deux types d'indicateurs. Il y a des indicateurs assez simples où vous voulez répondre à une question, le taux de chômage, vous faites une enquête, vous avez des critères, vous mesurez, pof, enfin je veux dire, c'est pas facile, mais l'indicateur, il sort. Mais là, on est sur des sujets pour des indicateurs compliqués pour lesquels il ne s'agit pas juste de mesurer. Donc, on sort un peu du métier du statisticien. Il faut qu'il y ait des modèles sous-jacents sur quelles sont les connexions entre tous les différents aspects, etc. Et donc, ce n'est pas à l'équipe de 50 comptables nationaux de l'INSEE, là, qui sont déjà fortes à faire avec les comptes trimestriels et les comptes annuels, que vous avez demandé de répondre de tous les problèmes de la planète. Donc, c'est plutôt des travaux d'experts, des projections style GIEC, etc. La statistique, ça sert à alimenter ces travaux-là, mais on ne peut pas demander à la Contanat d'avoir réponse à tout. Sur le sujet inégalité, je crois qu'il émerge quand même pas mal la question. Enfin, je dirais que tous les super riches et leurs jets et tout, là, c'est quand même bien entré dans le débat. Après, ce qu'il faut, c'est le poser correctement. Donc, pas dire que toutes les émissions de carbone, c'est uniquement le fait des actionnaires Total, parce que si c'était une entreprise publique qui alimentait nos stations-service, l'essence qui
serait utilisée, on émettrait tout autant. Enfin, le sujet, en tout cas, je crois qu'il est quand même bien maintenant sur la table. Il y a une question sur PIB marchand, non marchand, je ne vais pas développer longuement, mais j'ai dit au début que le PIB, c'était un objet un peu difficile à caractériser, parce qu'en fait, c'est un agrégat de choses qui ne sont pas toutes mesurées de façon cohérente. Et quand j'ai dit que la façon simple de comprendre le PIB, c'est de le voir comme la somme des revenus qui sont générés par la production, ça fonctionne bien pour le PIB marchand, effectivement. Ça fonctionne un petit peu moins bien pour le PIB non marchand, parce que la représentation qu'on a du rôle de l'État, c'est plutôt non pas de générer du revenu, mais de vous prendre de votre revenu pour arriver à financer des suppléments de production, alors qui vous servent à la fin, qu'on peut un peu interpréter comme une sorte de revenu en nature pour les gens qui en bénéficient. Mais vous voyez que c'est quand même un petit peu compliqué à articuler. Et donc, il y a des choses à travailler à ce niveau-là. Il y a d'autres sujets à travailler. Dans ce PIB non marchand, il y a aussi, par exemple, le traitement de l'éducation. Et j'ai dit que l'éducation, c'était un sujet important pour la soutenabilité. Mais actuellement, en comptabilité nationale, les dépenses d'éducation, c'est considéré comme de la consommation courante et non pas un investissement. Alors que l'esprit d'intégrer cette dimension-là dans la soutenabilité, ça supposerait de traiter ça comme un investissement. Mais encore une fois, ça suppose du coup de la projection, parce que quel est le... Oui, santé également d'ailleurs. Mais ça pose des problèmes d'évaluation. Voilà ce qu'on fait actuellement en termes d'efforts éducatifs, quel va être vraiment le rendement de cet investissement compte tenu de la performance du système scolaire. On a quelques indicateurs qui interrogent par rapport à ça. Et sur la question globale, donc quels indicateurs pour évaluer la soutenabilité, j'ai expliqué la façon de bien poser le problème, c'est de dire pour que les choses soient soutenables, il faut qu'on transmette aux générations suivantes un certain nombre de choses. Il y a toute une liste. Il y a des choses dont on transmet moins parce qu'on ne peut que les détruire, on ne peut pas les reconstituer. Il y a des choses qu'on transmet positivement. Il faut arriver à faire la synthèse de tout ça. Mais le problème, c'est que synthétiser, c'est trouver des coefficients de pondération. Donc il y a la pondération monétaire, mais dont on voit qu'on n'arrive pas à l'appliquer uniformément à l'ensemble des choses qui sont importantes. Et donc c'est un peu où on est sur cette question-là. Et en tout cas, ça explique pourquoi on n'est pas arrivé par rapport à ce qu'étaient peut-être les attentes par rapport à ce rapport en 2009 à produire l'indicateur de soutenabilité qui pourrait être mis exactement sur le même plan que le PIB avec la même vertu synthétique. Merci. Est-ce que je voyais Dominique et Xavier, mais un tout petit mot parce qu'il nous reste, on va laisser la place à Claude Évin dans les temps. Un tout petit mot sur le prix pour pas qu'il y ait une ambiguïté. Par exemple, à l'époque du rapport Stiglitz, quand on calculait le prix du carbone, c'était en référence à la valeur de l'externalité, donc au dommage implicite qu'il y avait. Aujourd'hui, quand on parle du prix du carbone, on ne parle plus du tout de la même chose, et il faut vraiment avoir conscience de ça. En fait, on parle de ce qu'il est nécessaire de mettre comme taxe sur le carbone, implicite ou explicite, pour atteindre un certain objectif. Et donc, c'est plus du tout la valeur des dommages futurs est... voilà. Mais ça nous amène aussi à la question de la biodiversité. Pourquoi il n'y a pas de prix sur la biodiversité ? Parce qu'en fait, à l'époque où on mettait un prix sur le carbone, par exemple le rapport Stiglitz, on pouvait mettre un prix sur la biodiversité en trouvant une espèce de prix relatif entre des poissons dans un étang, un paysage, les services environnementaux, etc. Mais dans la perspective aujourd'hui où il faut préserver la biodiversité, le problème c'est que ça ne peut pas passer par un seul chiffre qui serait comment on taxe les gens qui font des atteintes à la biodiversité. Parce qu'en fait, on ne sait pas très bien, on ne peut pas mesurer, on n'a pas un indicateur unique pour mesurer les atteintes à la biodiversité. Les atteintes à la biodiversité, c'est très compliqué parce que ça dépend de l'endroit où c'est fait, c'est multidimensionnel au sens où ça peut être la biomasse dans un étang, mais ça peut être l'écosystème, ça peut être local, ça peut être global. Donc c'est assez compliqué la biodiversité, elle peut être artificielle, elle peut être naturelle, elle peut être sauvage. Donc, et là-dessus, on ne peut pas mettre un seul élément qui dirait... voilà, par exemple, quand je prends ma voiture, on peut calculer la quantité de carbone que j'émets et quel est le prix du carbone qu'il faudrait mettre pour que je ne prenne pas ma voiture. Quand je fais des atteintes à la biodiversité, j'en fais par tellement de dimensions qu'on ne peut pas dire voilà le prix qu'il faudrait mettre à toutes mes actions pour pouvoir limiter mon impact sur la biodiversité. Et donc il y a une différence de nature là qui est assez importante et qui fait qu'aujourd'hui on ne met plus trop de prix sur la biodiversité à cause de ça, alors qu'on en met un sur le carbone, même s'il a changé de sens. Dominique ? C'était juste pour aussi enfoncer le clou sur le fait que le carbone et la biodiversité, du point de vue statistique, du point de vue de l'évaluation, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Et la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour une raison, alors si je prends sur le carbone, c'est simple, pour une raison simple, c'est que pour
toutes les tonnes de carbone ou d'autres gaz à effet de serre s'homogénisent très vite dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on les retrouve, la concentration est très vite homogénisée au milieu du Pacifique pour une tonne de carbone émise en France. Donc on a un indicateur assez naturel, c'est physique, c'est le pouvoir radiatif de la molécule, sachant que la molécule elle va être mélangée dans l'atmosphère. Comme l'a dit, sur la biodiversité, c'est pas du tout ça. Les services fournis sur la ressource en eau, la biodiversité du marais du Bessin et puis d'une situation provençale où il y a des incendies de forêt, c'est pas du tout les mêmes sujets, c'est pas du tout les mêmes mécanismes. Et donc, alors dans un premier temps, on a envie de se dire c'est local, mais en fait c'est pas local parce que il y a des impacts. Par exemple, si on prend les impacts du changement climatique qui passent par la biodiversité, ça va être la déphasage entre les cycles de la faune et de la flore qui font que certaines espèces n'auront plus leur alimentation parce que les oiseaux ne migrent plus de la même manière, etc. Et à ce moment-là, on a des enjeux où le local dépend du global. Donc on a vraiment des dimensions. Des multiples dimensions par nature et temporelles qui font que, et spatiales, qui sont vraiment, qui font que le problème d'évaluation est sans commune mesure. Ce qui n'empêche pas que pour les problèmes simples dont parle Didier, comme le carbone ou le chômage, l'expérience prouve que c'est pas si simple et que c'est parce que quand il y a des confrontations d'indicateurs, on s'est acharné à comprendre les écarts entre les différents chômages de l'enquête, emploi, etc., qu'on a progressé. Et donc, même dans les cas simples, c'est jamais simple. Et par contre, si on veut progresser, et a fortiori si on veut progresser dans les cas compliqués, il faut immédiatement s'astreindre à non pas se satisfaire de la confrontation d'indicateurs qui donnent des choses divergentes, mais tout de suite essayer de comprendre la nature des divergences et de progresser là-dessus. Donc, merci beaucoup. Et donc, on voit bien des tas de choses qu'on ne sait pas encore mesurer, mais il ne faut pas passer à 340 indicateurs. Donc, voilà. Et une pub pour la maison statistique, puisque sous la présidence de Xavier, le Conseil national de l'information statistique a prévu de consacrer un colloque au mois de mars, je crois, à mesurer la transition écologique. Donc ces questions de mesure vont revenir dans la discussion avec les usagers. Et Dominique, je demandais à Didier s'il était invité, sinon... Voilà. Son nom a été, voilà. A été étudié, les invitations ne sont pas encore toutes. Voilà. C'est le 7 mars. C'est le 7 mars. Donc voilà, là, c'est du côté maison statistique publique. Voilà, donc on a terminé à l'heure qui nous était impartie, avec une des introductions des biens de... merci surtout à vous. Bravo pour votre clarté. Et j'ai... le plaisir de laisser, même avec un peu d'avance, je crois qu'il faut qu'on la prenne parce qu'on a aussi une remise des diplômes à l'heure de midi, la parole et la présidence à Claude Évin sur les sujets de santé. Claude qui est aussi notre président à nous. Voilà.